Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de The Call. C'est la deuxième émission de l'année et nous sommes très heureux de vous accueillir cette semaine pour vous parler de plein de trucs qu'on adore. Bonsoir. Alors bonsoir Edgar, attends ton tour, je vais te introduire, t'inquiète pas. La première semaine on était un petit peu tendu, un peu stressé parce que c'était la première émission. En plus il y avait le CPE qui était présent. Alors c'est très gentil de sa part d'être venu, mais du coup on était un peu tendu. Oui. Là, cette semaine, on s'en fout, on peut dire des gros mots, on peut avoir l'air bête, on dit vraiment ce qui nous passe par la tête. Et je suis très content parce que je suis en compagnie de plein de joyeux larrons, à commencer par plein de gens qui sont pas de Charles de Gaulle. Donc, il y en a deux de Victor Hugo, j'ai le plaisir de vous présenter du coup Edgar Guiton. Bonsoir. Edgar Guiton, Oui, malheureusement Victor Hugo. et tu fais quoi Victor Hugo? Oh là là, qu'est-ce qu'on fait avec Victor Hugo? On est en terminale L Ah. et Huguette est en terminale S. Bonjour Huguette. Oui, c'est moi, Huguette. Et est-ce que vous êtes content d'être à Victor Hugo? Oui. On est très heureux d'accueillir Samuel Gandon. Donc Samuel Gandon, c'est l'élève de Malherbe, Ouais. qui était déjà présent la première semaine et qui va revenir de temps en temps pour nous parler littérature. C'est ça. Et ça me fait très plaisir. Oui. Et on retrouve, comme l'année dernière, le grand, le beau Hugo Adam, Bonjour. qui cette année a décidé de se lancer dans un grand cycle pour nous parler sans cesse de jeux vidéo, Et oui. de son histoire et de son expérience avec. Et c'est génial. Ah bah oui. Enfin, j'espère que c'est génial. Moi, je trouve ça très très bien. J'aime beaucoup. Et d'ailleurs, on va commencer avec toi. Donc, on va commencer tout de suite avec la chronique jeux vidéo de Hugo Adam. Parlons de jeux vidéo. De design, de gameplay, de narration. Donc, du coup, je vous avais prévenu, c'est maintenant au tour de Hugo Adam qui va nous faire sa petite chronique jeux vidéo et qui va nous parler d'un certain Capcom. Alors, Capcom, qu'est-ce que c'est? Eh ben, Capcom, c'est un studio de développement et d'édition spécialisé dans l'arcade et auteur de très nombreuses licences à succès, parmi lesquelles Street Fighter, Resident Evil ou encore Mega Man. Ils ont su se faire une place de choix dans l'horizon vidéoludique et ils font partie des rares studios d'édition pouvant influencer sur l'agenda de sortie des plus grands. Grâce à leur catalogue varié et encensé par les fans, faisons donc une petite rétrospective sur comment Capcom est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Tout commence en 1983, lorsqu'est fondé Capcom Co. Ltd., branche de Sambico, chargée de la vente interne de systèmes électroniques comme des ordinateurs. Ça explique notamment le nom de l'entreprise, Capcom, qui vient de Capsule Computers, qui veut dire que, en gros, leur système c'était sympa, c'était compact, et surtout c'était bien protégé du piratage. Ils sortiront leur premier jeu en 83, donc, sur borne d'arcade, une borne d'arcade de baseball, en l'occurrence, pas vraiment extraordinaire, suivi de quelques portages sur une console de l'époque, mais le premier vrai bon jeu qui les font connaître, c'est Street Fighter 2 The World Warrior, un jeu de combat sur borne d'arcade qui connaîtra un succès monstrueux tout autour du monde et qui lancera la renommée de Capcom dans le monde vidéoludique. Suite à ça, la machine est lancée et sort de nombreux jeux qui deviendront des séries emblématiques. Les séries comme Mega Man ou Resident Evil doivent aussi leur succès à la période où ils sont apparus. Le jeu vidéo n'en est encore qu'à ses débuts et ils ont su établir un standard de qualité pour leur genre, alors que la concurrence n'est encore que très peu nombreuse. Au fond, Capcom a su rester dans le game. C'est drôle. Bravo, moi je dis bravo. Attention, ça va saturer. Ah zut, pardon. Ok, on n'applaudit pas, juste bravo. Voilà, merci. Un peu de respect. Merci beaucoup. Tu peux reprendre. Grâce à ces jeux toujours en bon et à leur série roulant à la nostalgie, assurant de bonnes ventes et des actionnaires contents. Maintenant que vous en connaissez un peu plus sur l'entreprise Capcom en elle-même, on va peut-être pouvoir vous parler de leurs jeux, vu que je vous sors des noms de séries à peu près toutes les 30 secondes sans vraiment que je vous en dise plus. Je vais donc vous présenter deux de leurs séries choisies complètement arbitrairement sur des critères tout pétés tels que ça j'aime bien, ça j'aime pas, ou encore ah je savais même pas que ça existait ça. Commençons donc par la série qui a réussi à faire une place à Capcom dans le cœur des fans, Street Fighter. Street Fighter a débuté en 1987 avec le premier Street Fighter qui est très mauvais. Une daube infâme, vraiment, très très nul, croyez-moi. On passe direct au 2 car lui par contre il était vraiment bon. Street Fighter 2 sort donc en mars 1991 sur bande d'arcade, connaît un succès absolument monumental dans les salles et connaît à peu près le même succès lorsqu'il sortira sur Super NES à peu près un an plus tard. Succès tel que les prix des cartouches s'envolèrent jusqu'à 690 francs, ce qui arriverait en 2017 à peu près 130 €, alors que le prix moyen pour un jeu de l'époque était plus vers 450 francs, 450 francs, soit un peu plus d'une cinquantaine d'euros à titre de comparaison. Le jeu était un jeu de combat en versus fighting, donc 1 contre 1, où globalement le but était de battre des adversaires tout autour du globe pour arriver à un boss ou bien de vous tataner entre amis sur la console d'un copain. Mais pourquoi, me direz-vous, ce jeu a-t-il marché alors que c'était un jeu de combat tout à fait basique ?
Alors déjà, la qualité globale du jeu était carrément pas mal, ça claquait visuellement et les musiques vous mettez carrément dans l'ambiance. J'en veux pour preuve cet extrait du Gale's Theme. Et aussi pour son système de combo qui a été implémenté par erreur. En fait, à la base, les développeurs voulaient qu'on puisse faire des combos de 4 coups maximum afin d'équilibrer le jeu. Ils se sont rendus compte qu'avec un timing parfait, on pouvait arriver à des combos de 8 coups. Ils se sont dit que c'était pas grave, ils l'ont laissé dans le jeu. Et c'est grâce à cette décision un peu hasardeuse que le jeu a connu son succès. Car les combos de 8 coups, c'est assez tricky et il y en a plein de différents. Et du coup, c'est grâce à ça que le jeu a pu développer des joueurs cherchant plus la compétition que le simple plaisir de jeu. Des joueurs qui vont de plus en plus se professionnaliser au fil du temps jusqu'à en arriver à l'e-sport que l'on connaît aujourd'hui. On aura l'occasion de parler de l'e-sport un jour, ne vous inquiétez pas. Tout cela a fait alchimie et les nombreuses suites ont tout de suite se faire une identité propre, en apportant chacun leur lot de nouveaux personnages ou nouvelles mécaniques de jeu. Le petit dernier de la série, Street Fighter V, un nom étonnamment court pour une série qui nous avait servi notamment du Super Street Fighter 3 Third Strike Fight for the Future, est sorti en 2016 sur PS4 et PC. Le jeu a été un peu boudé à sa sortie parce qu'il avait été bâclé sur la fin, du coup les joueurs qui l'avaient acheté le premier jour se retrouvaient avec un jeu où il manquait la moitié du contenu, il n'y avait même pas de mode histoire à la sortie. Néanmoins, le jeu a eu des mises à jour et le contenu s'est étoffé et on a enfin le jeu qu'on attendait avec ses nouveaux personnages, etc. Voilà donc pour Street Fighter, qui est peut-être la seule série de jeux de combat qu'on vous demandera de connaître un jour. Bon, je vais pas vous mentir, à la base le projet c'était de vous parler de 3 séries, mais comme j'ai moyen le temps, exit les Resident Evil, on passe direct à ma série Capcom préférée, l'excellentissime série des Ace Attorney. Ace Attorney, si vous ne parlez pas la langue de Shakespeare, ça veut dire avocat d'élite, et ça tombe bien parce que c'est exactement ce que vous êtes dans le jeu. Un avocat devant défendre ses clients devant tout un tas de procureurs machiavéliques, et de témoins qui ont souvent de témoins que le nom. Cette série, débutée en 2001, s'inscrit dans le genre des visual novels. Encore une fois, je vous fais la traduction, ça veut dire roman visuel. Tout le gameplay du jeu est donc basé sur le texte, ce qui semble assez logique pour un jeu où l'on est avocat. J'espère pour vous que vous ne pensiez pas que c'était un jeu de combat ou d'un autre genre, parce que sinon je pense que vous avez un grave problème avec la justice. Enfin bref, vous incarnez donc Phoenix Wright, donc je vais devoir franciser pour pas avoir à me ridiculiser à chaque fois que je le prononce, jeune avocat de la défense débutant dans le monde de la justice. Il est accompagné par son assistante, Maya, médium habitant, et de tout un tas d'autres personnages que vous allez rencontrer en cours de route. Mais du coup, comment ça se joue, un roman visuel où on incarne un avocat au nom imprononçable ? Oh, parce que c'est chiant. Ah bah oui. Eh bien, ça se passe en 2 parties. Tout d'abord, on a la phase dite d'enquête, où vous allez devoir aller de scène en scène, trouver des preuves, interroger des témoins ou la police, et récupérer un maximum d'indices vous permettant de vous en sortir au tribunal. Bon, cette phase est pas vraiment ultra intéressante pour être franc, mais le fait est qu'elle est obligatoire pour pouvoir comprendre l'affaire, les enjeux, les personnages, etc. Du coup, on l'a fait surtout pour pouvoir apprécier au mieux la seconde phase, la phase de procès. Et cette phase, par contre, elle est géniale. Je vous explique. Pendant le procès, vous allez devoir interroger les témoins sur ce qu'ils ont vu pour réussir à trouver une contradiction dans leur témoignage. Pour cela, 2 options s'offrent à vous. Soit vous attaquez le témoin, pas au sens propre, calmez-vous, pour lui demander plus de détails ou éclaircir une zone d'ombre. Globalement, la stratégie pour chaque témoignage, c'est d'attaquer le témoin sur toutes les parties du témoignage afin d'en tirer quelque chose. Et une fois que vous avez trouvé la contradiction, vous pouvez présenter une preuve que vous avez récupérée pendant la phase d'enquête. Après que Phoenix ait envoyé son meeting, vous démontrez l'objection et vous avancez dans le procès avec un nouveau témoignage, un nouveau témoin, ou alors tout simplement, vous avez gagné. Félicitations. Oui. Parce que du coup, pour interroger les témoins ou faire une objection, t'as des bulles de dialogue Oui. Au niveau du gameplay, ouais, En fait, le témoignage est séparé en plusieurs bulles, enfin en plusieurs parties, et tu peux avancer sur chacune pour soit attaquer, soit présenter la preuve.
Mais ça a l'air grave chiant, me direz-vous. Mais en fait, pas du tout. En fait, l'écriture, les personnages, la satisfaction d'avoir trouvé une contradiction, tout ça forme une alchimie d'adrénaline qui fait que vous n'allez pas quitter votre console avant la fin du procès, parce que vous avez tellement dedans, vous avez tellement envie de prouver à ce gros con de procureur que ton client est innocent, que l'aspect redondant du gameplay va tout de suite disparaître, et laisser place à l'histoire et à l'écriture du titre. La musique, encore une fois, y est aussi pour quelque chose. Composée par Noriyuki Iwadare, elle a le don de vraiment te faire ressentir la satisfaction d'avoir trouvé la contradiction. Je vais vous passer la plus connue, Cornered, coincé littéralement, qui se déclenche quand vous avez trouvé de nombreuses contradictions chez le même témoin. Grisant, n'est-ce pas? Ben dites-vous que c'est à peu près tout cela que vous ressentirez. Pas. Et Objection. dites-vous que c'est à peu près cela que vous ressentirez pendant une grande partie de la phase de procès. Voilà donc pourquoi je vous dis ils sont géniaux ces procès. Cette tension, cette ambiance, cette envie d'aller jusqu'au bout, trop bien. Mais malgré toutes ces immenses qualités, Ace Attorney a eu un mal de chien à se vendre hors du Japon. De ce fait, trouver des cartouches de Ace Attorney en multi-5, c'est-à-dire les 5 langues européennes, tient quasiment du miracle, sauf si ça vous dérange pas de débourser entre 70 et 105 euros pour vous en procurer un. Enfin, il reste des moyens un peu plus illicites, on va dire, pour vous procurer, et honnêtement, personne ne vous en voudra étant donné la rareté du jeu en cartouche. Et aussi, si vous êtes intéressé, il y a aussi un de mes grands coups de cœur du moment, Ghost Trick, sorti en 2010 sur DS et qui est lui aussi un visual novel. Mais aussi et surtout un jeu extrêmement sous-coté. C'est-à-dire que le jeu s'est encore moins bien vendu que Phoenix Wright, alors qu'au fond les deux sont assez équivalents. Ce qui différencie cependant, c'est leur gameplay, où cette fois on va contrôler un détective cherchant à faire la lumière sur son propre meurtre, par le moyen de la possession d'objets et influencer sur le destin tragique des protagonistes du jeu. Son propre meurtre parce qu'il est mort ou parce qu'il a tué? Totalement. D'accord, ok. Non, il est complètement mort. Ouais. Oui. Alors, le jeu brille surtout par l'écriture de ses personnages qui sont très attachants à leur manière. Soit ce Ghost Trick est un excellent remède contre le manque de bons visual novels d'enquête après avoir fini les Ace Attorney. A noter aussi que les deux sont faits par Capcom. Ghost Trick aussi, et je pense que c'est la même équipe, parce qu'ils sont tous les deux très similaires. Donc un jour, si vous avez l'occasion, jouez au Ace Attorney ou à Ghost Trick, croyez-moi, vous ne serez pas déçus. Et c'est, je pense, sur cette note qu'on va finir cette chronique sur notre bon vieil ami Capcom. J'espère que ça vous a plu, et sur ce, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, c'était d'une complétude assez impressionnante. Et juste pour revenir sur Phoenix Wright, c'est ça? C'est le Oui. truc où... Ouais. Phoenix Wright. Il me semble que j'ai élevé quand j'étais genre tout petit et qu'à chaque fois je loupais la dernière question et que je devais me retaper tout le putain de procès. Ah Et bah c'est oui, à ça, ce moment-là où c'est hyper chiant. C'est pour ça qu'en plus, y jouer, donc comme je disais, de manière illicite, par émulation, c'est plus sympa parce que t'as pas la limite de 5 erreurs. Parce qu'effectivement, une fois qu'on a épuisé ces 5 erreurs, on se retape toute une partie Ouais, du c'est procès. ça, c'est hyper chiant. C'est long. Ça, c'est Ouais, frustrant, ouais, par ok. contre. Oui, je me rappelle très bien maintenant. Mais juste Capcom aujourd'hui, c'est de la merde ou c'est toujours bien? Ah, c'est très très bien. Enfin, Ok. disons que leur jeu, il est surtout pour plaire aux fans. Il va pas chercher dans l'originalité, mais du coup, ça fonctionne quand même très très bien. Mais ils cherchent à plaire aux fans tout en ayant une petite politique ultra commerciale. C'est ça que moi me surprend un petit peu, genre sur Street Fighter V où du coup ils ont complètement imputé tout le gameplay professionnel pour le rendre beaucoup plus accessible, tout ça. Mais Je sais pas. attends, mais juste c'est lequel Capcom? C'est celui Capcom. avec Capcom, c'est quoi? C'est lequel? Ah, Capcom c'est pas un jeu vidéo, c'est celui qui développe tous les jeux dont ok, il a parlé. pardon, ok, pardon. C'est une Ce sur quoi entreprise. était consacré la chronique en fait. Oui, non mais écoute, C'est les réalisateurs. Objection. Je vais avoir parce que ok, d'accord. Bon, bah. Il va retenir tous les prénoms. Merci beaucoup Hugo, c'était Et vraiment voilà. très sympa. Et je pense qu'après un petit jingle, on va passer un petit moment littéraire, sympathique. Je vous fais un bisou, à tout de suite. C'est l'instant
littéraire. C'est l'instant où on est bien. On est avec Samuel Gandon et sa voix suave qui va nous parler de Hannah Arendt. Salut les élèves de Togo. Du coup, aujourd'hui nous allons parler du système totalitaire de Hannah Arendt. Donc, on va commencer par présenter un peu l'auteur. Alors Hannah Arendt, qui est donc une citoyenne née allemande, qui curieusement a perdu sa nationalité en 1939, étant donné qu'elle était juive, pour ensuite avoir connu plusieurs années d'apatride et finalement être nationalisée américaine. Donc elle se définit, on l'entend souvent nommée comme étant philosophe, et elle préfère mettre de côté ce terme pour se dire plutôt politologue. Oui. Elle, vraiment, ce qui l'intéresse, c'est l'étude de la politique et des systèmes qu'elle contient. Du coup, elle a publié en fait la première fois Les origines du totalitarisme en 1951, qui a été publié sous 3 tomes différents en France. Donc le système totalitaire, c'est le premier, lui qui a été publié en 1972. Et ensuite, il y a eu l'antisémitisme et l'impérialisme. Donc moi, j'ai commencé le système totalitaire, du coup. Alors, pourquoi est-ce que ce bouquin est très intéressant ? C'est parce que, tout d'abord, en fait, il se basait sur des ressources documentaires qui sont pas celles qu'on a aujourd'hui, quand même. C'était en 1972. Donc, on savait déjà beaucoup de choses sur l'Allemagne hitlérienne, mais par exemple, sur la Chine de Mao, ou même sur la Russie de Staline, on avait quand même beaucoup moins de matos. Et pourtant, malgré ce cruel manque d'archives, c'est un bouquin qui continue de faire autorité aujourd'hui dans la vision qu'on a du totalitarisme. Notamment, Hannah Arendt a fait partie des auteurs qui ont systématisé la définition de totalitarisme en mettant sur le même plan nazisme et stalinisme. Ce qui était relativement nouveau à l'époque, parce qu'au départ, pendant la Seconde Guerre mondiale, on opposait quand même beaucoup les deux États, parce que l'un était d'extrême droite et l'autre d'extrême gauche. Puis finalement, on s'est rendu compte qu'ils étaient plutôt potes, malgré tout. Elle écrit ce livre dans un contexte assez particulier. Donc c'est après la présidence de Khrouchtchev en Russie. Donc c'est Comment tu dis ? Khrouchtchev. Oui. Oh. Khrouchtchev. C'est très joli là. Donc c'est un contexte de libéralisation relative en URSS si on compare avec l'état précédent qui était dirigé par Staline. Et également un climat, au contraire, de radicalisation en Chine. Parce qu'en gros, jusque-là, les Européens avaient une vision de la Chine un peu plus idyllique que celle de la Russie, si on peut parler d'idyllique. Ils voyaient Mao pas tellement comme un assassin, plus comme un révolutionnaire. Sauf que, en gros, le livre précède certaines des plus grosses purges qui ont eu lieu dans la Chine communiste, à cause des serpents à sonnettes chez les intellectuels, des contre-révolutionnaires chez les hauts cadres du parti, voilà. Donc c'est un peu en fait Ce livre a été publié en France dans une période assez transitoire. Et vu qu'on s'adresse à des élèves, on va dire en quoi ce bouquin peut être intéressant pour nous, c'est qu'il pointe des éléments qu'on n'a pas tendance à voir en cours au niveau du totalitarisme. Par exemple, je vais vous lire un élément de la note 6. Il parle d'un truc que j'ai trouvé assez intéressant, en gros un sondage d'opinion qui a été réalisé par la SS dans l'Allemagne hitlérienne, et en fait qui montrait que même si les citoyens vivaient dans un état totalitaire, les gens conservaient une opinion indépendante, et surtout que en fait, tout le monde était à peu près informé du massacre des Juifs, ou de l'opération Barbarossa, l'invasion de la Russie, tout ça. En fait, les gens avaient tout à fait conscience des horreurs qui étaient commises autour d'eux, et du coup on ne peut pas attribuer au lavage de cerveau ou à l'ignorance l'apathie de la population. Donc il y a autre chose, et ça fait partie un peu des problématiques que pose ce bouquin. Aussi il y a un truc intéressant qui est pointé du doigt, c'est... Parle bien dans le micro. Ouais, excusez-moi. Il y a un autre truc intéressant qui est pointé du doigt à propos de Staline cette fois-ci. Parle dans le micro. À propos de Staline cette fois-ci, c'est qu'en gros, les premières purges staliniennes, elles ont débuté en 1934. Or, en fait, en 1934, Staline a déclaré, donc c'était au 17e congrès du Parti communiste, que le Parti communiste n'avait plus rien à prouver, qu'il n'avait plus d'adversaires à combattre. Et dans le même temps, ils ont exterminé une bonne partie des hauts fonctionnaires du parti, et aussi de la population, soit dit en passant.
Donc en fait, ce que Hannah Arendt pointe du doigt ici, c'est que la terreur totalitaire en fait est déclenchée quand le gouvernement sait qu'il n'a plus aucun adversaire réel en fait, et que la violence va simplement être un instrument de domination absolue. Du coup, ça signifie que pour un État totalitaire, ce qui lui est nécessaire, c'est d'avoir beaucoup de masse de population pour pas risquer de perdre en fait de la main d'œuvre, parce que il y a eu par exemple dans les États satellites de l'URSS, genre la Hongrie, des débuts d'États totalitaires qui sont ensuite mués en dictature parce qu'en fait ils n'avaient pas assez de matériel humain à exterminer en fait. Il y avait simplement pas de monde et Pas assez de chair. exactement, et surtout qu'ils ils en excluaient beaucoup. Du coup, ils ont dû importer des Russes, littéralement, à l'extérieur de leur pays d'origine. Du coup, voilà, c'est un livre qui est extrêmement intéressant, qui est rempli de références et qui mène des réflexions assez balèzes, même si on les connaît bien aujourd'hui, mais là, on les a vraiment en détail, on voit comment elles ont été développées sur le totalitarisme. Et c'est un bouquin qu'il faut vraiment connecter avec Eichmann à Jérusalem, qui lui a été publié en 63, excusez-moi. Et en fait, c'est un autre livre de Hannah Arendt qu'elle a écrit après le procès Eichmann en 61 qui avait fait beaucoup de bruit. Eichmann, c'est celui qui a été surnommé le logisticien de la solution finale. En gros, c'est celui qui s'occupait du transport. Merci Edgar. Du transport Je connaissais. des Juifs à travers la Pologne, vers les camps. Et du coup, quand il a été retrouvé en 61 et traîné dans les tribunaux de Jérusalem, les gens s'attendaient à tomber en face d'un monstre, un gouffre de cruauté. Et en fait, ils se sont retrouvés devant quelqu'un d'assez médiocre, qui avait pas l'air particulièrement méchant, et surtout qui avait pas du tout l'air conscient des horreurs qu'il avait commis. Et le bouquin de Arendt, Eichmann à Jérusalem, a vraiment fait polémique en fait, parce que dedans, elle soutenait la thèse de la banalité du mal en fait, que dans un État totalitaire, ses membres sont tellement tous concentrés sur des tâches détachées du grand œuvre, qui se rendent pas compte du mouvement auquel ils participent et que ce sont simplement des engrenages réduits à un emploi, mais que ils n'ont plus vraiment de conscience morale vu qu'ils n'ont pas conscience de ce qu'ils font autour d'eux. Donc voilà. Et c'est Hannah Arendt qui a créé la banalité du mal, c'est ça? Qui l'a conceptualisé. Oui, qui l'a conceptualisé. d'accord. Qui l'a conceptualisé, ouais, c'est ça. Je trouve ça incroyable parce que Ouais. banalité du mal, c'est de très jolies assonances et une très jolie sonorité pour ce qui est sans doute la pire condition de vie possible, je crois. Ah, tu penses? Probable. La banalité du mal, c'est magnifique, non? La banalité du mal. Ouais, Et pourtant, ok, il genre, y a si pas tu grand-chose l'écoutes de pire. Si tu l'écoutes comme ça, oui, d'accord, mais Mais ouais, c'est beau la ça me banalité. paraît ok, ouais, C'est, c'est cette image qui me plaît. Puis en plus, c'est très populaire aujourd'hui dans les romans contemporains Ouais, qui parlent carrément. du génocide juif et tout, la banalité. Bref, Ouais. non. Juste, est-ce que c'est pas un peu compliqué à lire par hasard? Non, en fait. Parce que c'est à la forme d'un essai. Bah oui, parce qu'à l'époque, tout était un peu à bâtir. Ils n'étaient pas tant de décennies que ça après la guerre finalement, donc c'était encore un point un peu chaud et il fallait pouvoir prendre du recul sur la chose pour bâtir une réflexion vraiment aboutie. Mais c'est pas, moi je trouve pas ça compliqué à lire, parce que c'est compliqué à lire uniquement dans la mesure où elle fait référence à beaucoup d'événements dont on n'a pas entendu parler. Elle va citer des procès, différents auteurs qu'on connaît pas, mais c'est même pour une traduction, c'est très bien écrit. C'est assez fluide, on n'a pas trop de mal à comprendre. Et elle fait pas référence à des concepts particulièrement compliqués à assimiler, donc ça va. C'est assez simple à lire et c'est extrêmement intéressant. Je pense que c'est très important. Ouais, c'est le genre de livre qui est important à lire, effectivement. Et sans doute un peu historique. Sans doute. Mais est-ce que tu l'as fini? Je viens de le commencer. Mais Oui. est-ce que tu pense que c'est judicieux de faire une chronique sur un livre que tu viens de commencer? C'est le concept de sa chronique en fait. Chaque semaine, D'accord. il vient présenter un livre qu'il n'a pas fini. Parce qu'en fait, à chaque fois, je présente le livre que j'ai commencé, mais je l'ai fini ensuite, et du coup, je présente un livre que je viens de commencer. Du coup, ça se trouve, il nous présente quelque chose qui n'a rien à voir. Hein. Mais je C'est- pense que ça se trouve, il nous présente quelque chose qu'il a lu, et c'est pas forcément ton avis si t'as lu que les premières pages. Bah, je me base déjà sur quelque chose qui a l'air quand même assez pertinent. En tout cas, l'introduction, je pense qu'elle donne une bonne idée de... Ah, t'as lu que l'introduction, ok. Bah oui, D'accord. non, mais désolé, Mais j'ai pas eu le temps de préparer. moi je trouve que c'est pas mal parce que du coup tu ne nous en dis pas trop et par contre tu arrives à trouver
beaucoup de choses intéressantes à dire. Et ce qui est- Et après, à savoir si elles sont vraies ou pas, c'est à nous de les découvrir. Et en plus, si jamais quand tu auras fini de le lire, tu pourras nous refaire une chronique et nous Exactement. dire Pourquoi si la vision a complètement changé. Mais du coup, Oui, ouais, il a déjà le passage de la Voilà. nuit à nous. Bah, le passage de la nuit, je crois que je vous avais déjà dit l'essentiel. Et si je refaisais un truc, en fait, je raconterais l'histoire. Donc, fait Oh, ouais. Mais par contre, lui, je pense que je vais faire quelque chose. Ouais. Ça va, t'as pas la table non plus. Mais c'est important. Lui, tu vas faire quelque chose, lui. Bon, bah, c'était très sympa. Merci beaucoup Samuel. Et je n'ose annoncer ce qui vient maintenant. Il faudrait que quelqu'un m'annonce. Mais Ok, d'abord, voilà. un petit jingle. Maintenant, c'est à la chronique de Maxime, notre présentateur. Merci beaucoup. Alors ceux qui étaient déjà là la semaine dernière ont compris quel concept j'utilisais pour introduire mes chroniques. Je donne le nom du film un peu de façon surfrancisée, un peu de façon québécoise quoi. Et j'essaie de voir si ça suscite quelque chose chez vous, si vous voyez de quoi je vais parler. Ceux qui savent déjà ne le disent pas. Et si vous ne trouvez pas, je passe à la chronique et c'est pas grave. Donc là je vais vous parler du fils du dragon. Le fils du dragon. C'est Kung Fu Panda. Pas du tout. Faut vraiment partir C'est du le titre dragon, quoi. Le ça. fils de dragon. On a le droit de poser des questions ou pas? Oui. Genre, est-ce que c'est un dessin animé? Non. Ok. C'est un fils avec Bruce Lee. Quoi? C'est un film avec Bruce Lee ou pas? Non, t'avais J'ai quoi en entendu tête? fils avec Bruce Lee. Je connais pas de film avec Bruce Lee. Non. Je sais pas, Eragon peut-être. Non, pas du tout. Oh putain, je voulais pas sonner méprisant comme ça. Eragon en même temps. Donc c'est pas une série parce que j'allais sortir Non. le classique Game of Thrones du coup. Non, faut chercher vraiment. Je me suis pris la tête. Le fils- Étymologiquement. Ouais, Ah, le attends. fils du dragon. Faut chercher dans vos latins Ah, ok. romains en fait. Oui, il est- Oh. Bon, je vous le dis, c'est bon. Un spin-off sur Non, Dragon attends, Malfoy. attends, attends. Le fils du dragon, c'est un truc genre dans une langue. Ouais, c'est ça. Dans une langue C'est un la peu, traduction un peu du- roumaine. Du comment est appelé, c'est une sorte de prophète, c'est ça? Non. Genre le fils du dragon. Ok, d'accord. Non, non, mais oui, ouais, le fils du dragon, et c'est le fils du dragon en roumain en fait. En roumain? Oui. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Ok. T'es prêt? Ok, je vous dis, Ouais, vas-y. c'est Dracula. Ok. Pas mal. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de Dracula de Francis Ford Coppola. Ah. Yes. Dracula de Francis Ford Coppola est sorti en 1992. Énième réadaptation de l'œuvre de Bram Stoker. Bram Stoker, il a écrit Dracula donc, dont elle est l'une des plus récentes. Cette dernière a pour but de s'inscrire dans un plus grand respect du livre, d'où son titre original, Bram Stoker's Dracula. Or, dans ce confinement respectueux, Coppola a produit l'une des plus riches adaptations du mythe du vampire. Et on pourrait même dire qu'il est le premier à avoir saisi la succulente sève séductrice et subtile que renferme cette créature légendaire et intemporelle. Le film s'ouvre sur une croix brisée, sous un ciel rouge. Inspiré de Vald III l'Empaleur, en l'an 1462, un prince catholique roumain défend son territoire contre l'arrivée dévastatrice d'une vague turque musulmane. Dans le sang et la violence, il empalera un à un les envahisseurs hérétiques pour défendre l'Église, au nom de Dieu. Mais à son retour de campagne, sa femme n'est plus. En l'apprenant, notre chevalier renie Dieu jusqu'à lui déclarer la guerre. Il est alors maudit et devient le comte Dracula. Immortel et seul, la suite de l'histoire n'a qu'à se laisser découvrir. Avant de réaliser ce film, Francis Ford Coppola avait déjà réalisé 2-3 petits films tels que Le Parrain. Les 3 premiers Parrains en fait. Petit film est un euphémisme. Le premier a un rapport sur investissement de 4460%. Rapport sur investissement de 4460%, ce qui veut dire qu'il a rapporté 44 fois ce qu'il a coûté, soit 268 millions d'euros sur 40 ans. Les couilles en or. C'est un chef-d'œuvre emblématique du renouveau de l'Hollywood. Quelqu'un veut que j'explique ce que c'est le renouveau de l'Hollywood ou on enchaîne? Moi je Non. veux bien. Ok, le renouveau de l'Hollywood, c'est tu vois dans les années 70-80. T'es vraiment un connard, Edgar. Dans les années 70-80, il y a plein de réalisateurs ultra talentueux qui sont arrivés et qui ont montré qu'on pouvait faire des super films avec très peu d'argent, comme Le Parrain. Et donc notamment là-dedans, on range le néo-réalisme italien avec tous les films sur la mafia, tous les films de Sergio, enfin tous les films, j'allais dire de Sergio Leone, pas du tout, mais aussi la nouvelle vague française avec Godard, Truffaut et tout ça, ça fait partie de Nouvelle Hollywood alors qu'ils produisaient pas leurs films à Hollywood. D'accord? Ok. C'est à peu près clair. Alors aussi, si c'était pas assez, il a aussi réalisé Apocalypse Now, une œuvre totale sur la guerre du Vietnam, très engagée et souvent mis en parallèle avec Citizen Kane et Metropolis comme exemple de film brisant toutes les frontières du propos. Alors avec tout ça, Francis Ford Coppola était plutôt libre de faire ce qu'il voulait. Grâce à ses moyens et à sa liberté, il a pu créer un Dracula loin des figures monstrueuses de Murnau et de Herzog, en passant par l'interprétation de Bela Lugosi à la peau livide, aux griffes acérées et aux sourcils décoiffés. Dracula n'est pas un simple mort-vivant, et Coppola l'a très bien compris.
Dracula est d'abord un amoureux transi désespéré, trahi par Dieu et condamné à l'enfer sur Terre. Gary Oldman, qui interprète Dracula sous toutes ses formes, avant d'être monstrueux, est torturé. Sa voix est souvent chevrotante, bien qu'emplie de puissance. Il n'a pas constamment les yeux écarquillés comme Klaus Kinski dans Nosferatu Fantôme der Nacht. Il lui arrive de baisser les yeux. Ensuite, Dracula, et c'est très important, est le symbole de l'homme d'expérience, à la sexualité illimitée. Il est âgé et hideux sous sa forme vieillarde, mais il apparaît aussi en jeune homme élégant, charmant lorsqu'il arrive à Londres. C'est pour moi ce qui manquait le plus aux anciennes versions, ce mélange, pour parler crûment, entre sang et sexe. Dracula est un personnage sensuel qui devrait même être sursexualisé. C'est triste de voir que Twilight faisait peut-être ça un petit peu mieux en fait. Les vampires... Non mais ça n'a rien à voir. Les vampires, depuis leur invention, ont toujours représenté la pulsion sexuelle par opposition au loup-garou qui est la pulsion bestiale. On retrouve dans ce film le sens de la démesure propre à Coppola. Déjà dans Apocalypse Now, il avait marqué l'histoire du cinéma avec un bombardement américain soutenu par la chevauchée des Valkyries de Wagner. Quelqu'un veut faire la chevauchée des Valkyries ? Pam 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 pam. C'est parfait. Mais dans ce film, vraiment, on atteint des sommets entre le tonnerre, le sang à outrance, les costumes et les maquillages incroyables qui sont presque des décors en eux-mêmes, les jeux d'acteurs qui passent d'un extrême à un autre en une seconde, les couleurs, et la musique, certains plans qui peuvent paraître vraiment totalement absurdes. On est toujours à la limite du too much, mais c'est exactement ce que doit être Dracula, à la limite du too much. C'est ce qui plaisait tant aux expressionnistes allemands, c'est pour ça que ça a été une figure iconique du cinéma expressionnisme allemand. En plus, aucun effet n'est gratuit, puisque le film a le plaisir d'utiliser un ensemble de trucages à l'ancienne, tels que la lanterne magique, l'ancêtre du projecteur, ou les ombres chinoises. C'est un film qui paraît presque traditionnel dans son respect des techniques passées, dans son respect de l'histoire originale, mais qui pourtant se permet énormément de choses au niveau de l'inventivité. Pour terminer, en fait, ce que j'ai adoré, c'est une histoire d'amour totalement gothique, violente et sanglante, où Dieu et le diable paraissent aussi cruels l'un que l'autre. J'ai adoré aussi un travail sur le son incroyable. Je vous recommande, si vous regardez le film, de vous renseigner après coup sur le montage audio du film, qui est sans doute un des plus grands montages audio de film que j'ai jamais vu de ma vie. Voilà. Que tu as entendu du coup, hein. C'est un montage Oui, audio. exactement. Mais J'ai vu l'analyse après. Bram Stoker écrit en quelle année genre 1800 et quelques. Ou C'est- 1700 et quelques, je sais pas. C'est le 18e ou le 19e. C'est quasiment les premiers à écrire un roman gothique du coup. Non. En fait, la figure du vampire existe déjà avant Dracula, mais sous différentes formes. C'est vraiment hyper ancien pour nous. Et c'est Ah ouais. fascinant, mais ça c'est... En fait, que ce soit dans le cinéma ou dans tout le mythe du vampire, c'est vraiment un truc qui me fascine. C'est étonnant que ça soit aussi omniprésent et... En soi, en fait, il y a juste un truc, c'est... Je pose le micro. si tu prends un peu le temps de rêver, l'idée qu'il y ait un être qui puisse être immortel sur toute l'humanité, c'est pas complètement absurde, quoi. C'est une croyance comme une autre, tu vois, mais moi, ça me dérange pas d'imaginer que enfin, je sais pas, j'aime beaucoup, ça implique tellement de choses à tellement de niveaux. Ouais. C'est le désir de l'homme d'être Mais immortel, déjà, de toute façon. l'homme d'expérience au plus, donc on se fait plaisir. Et d'ailleurs, je voulais juste partager avec vous une petite théorie que j'avais eue récemment. Donc en fait, dans tout le cinéma, tout le début du cinéma, pendant tout le début du XXe siècle, on a deux grandes figures monstrueuses qui sont Dracula et le mythe du loup-garou. Et donc on en a un, c'est la pulsion de sexe, la pulsion sexuelle, le viol, enfin tout ce qui est la possession de l'autre, quoi. Et à l'inverse, on a le loup-garou qui est la pulsion bestiale, l'envie de détruire l'autre, de juste répondre à ses envies comme ça. Et en fait, j'ai remarqué un truc qui m'a fait trop plaisir, c'est que pour moi, il y a deux grandes icônes du cinéma d'horreur qui arrivent dans les années 70, qui sont Alien et Predator. Et que Alien, avec sa façon de se mouvoir très lente, avec un corps un petit peu squelettique, avec sa longue queue, et en plus il perce ses victimes en leur pénétrant le crâne, il y a quelque chose de très sensuel, en fait, de très sexuel. Là où Predator, c'est un chasseur qui va dépecer ses victimes pour les afficher en trophée devant tout le monde. Et en fait, pour moi, Predator et Alien, c'est une réadaptation du mythe du vampire et du loup-garou. Voilà. Bah ça semble pas totalement faux. Hein. Ouais. Déjà Alien c'est forcément très très sexuel. Hein. Ouais, non mais ouais, vraiment. Déjà le facehugger, tout ça. Puis Giger qui a conçu donc Oui. Alien dans son design mettait des pénis partout dans ses Ouais, décors. carrément, c'est Et ça. Il a fait beaucoup de dessins porno aussi dans son œuvre. Ah, je l'avais pas. Donc ça c'est vrai en tout cas pour Ouais. l'Alien et pour le Predator. C'est vraiment pas difficile d'y croire. Hein. Ça semble pas faux quoi. Sachant que, en plus, le premier film Predator, même au-delà du Predator en lui-même, met vraiment la testostérone en avant et tout. Ah bah oui, tous les oui. acteurs sont baraques comme pas permis, mais c'est Arnold Schwarzenegger. Donc voilà, j'aime beaucoup cette théorie. Ok. Ça se tient. Ok.
Elle est assez intrigante. Bon, je te laisse me désintroduire. Ok, merci Maxime pour cette connexion au Cinoche. Et à la semaine prochaine. Petit jingle. Ok, on est de retour et on est là pour le moment vraiment crucial de cette émission, le moment que tout le monde attendait, c'est-à-dire je vais laisser Edgar expliquer son concept. C'est-à-dire un débat sur Fabrice Lucchini. Voilà. Et c'est dommage parce que tu aurais pu introduire ce débat avec la belle réplique qu'on a de Lucchini. Oui, cette très belle réplique. Je suis dans un état. J'ai envie de baiser. C'est vraiment cool que le CPE soit pas là. Ah bah ça y est, on se lâche. Ah bah oui, Donc- alors, juste petit préalable au débat, qui connaît un peu Fabrice Lucchini? Pas du tout. Ok. De loin. Hein. Non, la même chose, de loin, je l'ai vu dans un film. Ce dont tu m'as parlé. Ok, donc c'est un débat entre Edgar et moi. Vous n'intervenez pas. Mais non, Non. mais détrompe-toi, hein. Moi Fabrice Lucchini je le connais pas, je crois bien que j'ai vu aucun de ses films, quasiment. J'en ai Mais vu c'est un. juste que j'aurais tellement entendu parler de Lucchini et justement l'émission que j'ai vue sur lui, je me suis dit putain, en fait c'est un génie ce mec là. Donc j'aimerais bien en parler parce que vous allez peut-être me contredire. Ou pas. Alors, juste petite introduction sur qui est Fabrice Lucchini. Tu veux la faire ou tu veux que je la fasse? Non, vas-y, fais-la. Ok, Fabrice Lucchini, c'est un Italien qui a vécu pas dans la misère, mais qui était un salarié banal jusqu'à ce qu'il rencontre Roland Barthes, qui a commencé à lui faire découvrir tout un milieu intellectuel, notamment Romer, dans lequel il a pu jouer dans des films de la Nouvelle Vague. Et il s'est révélé comme étant un comédien exceptionnel, un comédien vraiment pas un acteur, dans le sens où il a joué dans plein de petits films un peu oubliables, mais c'est surtout un mec qui maîtrise la scène, qui va faire énormément de vulgarisation théâtrale et poétique à Paris, en fait, où il va lire des textes de La Fontaine, de Rimbaud, de Baudelaire, et avec vraiment un ton très humoristique, mais sans aucun humour, en fait. C'est juste sa façon d'être qui est incroyable. Qui est incroyable. Et à côté de ça, c'est aussi un mec qui a très bien compris les codes de la télévision et qui, chaque fois qu'il arrive sur un plateau de télévision, se mettre en valeur. fait le show, a cette réputation de mec inarrêtable, qui part dans des délires, et voilà. Qui se transforme en un personnage Lucchini. Exactement, Lucchini personnage. c'est le personnage Lucchini. Et moi, j'aimerais qu'on le nomme comme ministre de la Culture. Mais, ça, c'est mon avis. Il a un rapport, il a un rapport très proche, non, avec François Hollande. Ah ouais. Il allait souvent à l'Élysée pour manger, apparemment. Bref. Mais de toute façon, la question avec Lucchini aussi, c'est est-il de droite ou de gauche? Ça, c'est le grand débat. Mais donc, oui, pour revenir sur Lucchini, pourquoi je me suis dit putain, c'est incroyable, faut que je parle de génie. C'est parce que j'ai vu un mauvais zapping sur D8. Ça, c'est D8, la chaîne où il y a TPMP, malheureusement. Et justement, ce qui était dommage, c'est que ce zapping sur Lucchini était vraiment en mode touche pas à mon poste, parce que c'était avec des blagues assez nulles. Mais à part ça, il y avait quand même des témoignages de tous les journalistes qui ont interviewé Lucchini et tous les buzz où il a fait justement son show en étant incroyablement fou et en étant très pervers parfois. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'est vraiment de voir que Lucchini, ça a quand même toujours été ça dès qu'il est arrivé sur la télévision. Et c'est pour ça qu'il est quand même incroyable sur la télévision, même plus que dans ses films, je pense. C'est qu'il a une capacité de, dès qu'il le sent, de rentrer dans ce personnage lucchinesque qui fait que ça fait rire tout le monde. Alors, c'est franchement sur un sujet qui est assez con parfois. Ouais. Et d'ailleurs, il est assez pervers du coup pour le coup. Oui, c'est vrai que c'est un il peut arriver qu'il ait des... Il a vraiment une façon déjà de s'adresser aux femmes qui est pas du tout la même que pour les hommes. Toujours la petite blague de cul. Mais même dans ses spectacles, vu qu'en plus dans ses spectacles il parle d'amour et de sexe énormément, du coup il y va quoi. Enfin bon. Donc toi t'aimes bien Lucchini, Maxime? Mais moi j'adore Lucchini. Mais moi en fait, il n'y aura pas de débat du coup. En fait moi j'adore Lucchini vraiment pour ses spectacles avant tout. C'est-à-dire que la télé en fait, il est génial à la télé. Il y a un moment où en fait quand tu le vois souvent à la télé, il commence un peu à faire vieux con qui radote. Mais c'est vraiment dans ce spectacle qu'il est exceptionnel parce que il a un talent pour rendre intéressant tout. Et moi surtout La Fontaine. Et surtout La Fontaine. Et déjà quand il arrive sur scène, il connaît tout La Fontaine par cœur. Hein. Et Juliette qui allait le voir en concert, il faisait T'as bien aimé roman de Arthur Rimbaud. Donc on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Et en fait il récite et là il a un trou et il fait putain merde j'ai un trou, c'est la première fois que ça m'arrive, bon bah on refait tout. Et il a fait tout le roman qui est un poème en 5 parties mais il est incroyable et moi je l'adore parce qu'il avait vulgarisé les textes de Roland Barthes qui était un essayiste sur un peu c'était un peu la théorie du corps amoureux à l'ancienne quoi. Et qui avait complètement et
qui avait expliqué genre les phases de l'attente quand t'attends l'être aimé, les phases par lesquelles tu passes, et genre Lucchini il le fait mais vraiment version théâtrale, il dit alors au début il y a l'attente, après il y a l'angoisse, après il y a la fin du monde, après il y a le désespoir et tout, et en fonction de quand l'autre arrive ça va soit provoquer de la colère, soit provoquer de la joie parce qu'à la fin t'es tellement désespéré, enfin que des trucs comme ça. Il présentait aussi une théorie qui était la production brève de contre-image de l'être aimé dans le champ amoureux. Et en fait, la production brève de contre-image de l'être aimé dans le champ amoureux, c'est juste quand tout d'un coup, la personne que t'aimes te paraît pas hyper attirante parce qu'elle a fait un truc un petit peu bizarre. Et lui, il explique tout ça à travers le point sur le nez. Tout d'un coup, tu remarques un point sur le nez de l'autre. Ça fait une production brève de contre-image de l'être aimé. Ça veut juste dire qu'en fait, il te paraît pas normal pendant un instant. Et ça fait bizarre. Et là, c'est le moment où il faut pas prendre de décision, quoi. Et après, ça s'en va tout seul, quoi. C'est ça, c'est le moment où il y a un truc bizarre sur ça. Mais ça, moi, je trouve ça trop cool que Roland Barthes ait pu le théoriser comme ça et pour mettre des mots dessus, et que Fabrice Lucchini puisse le redistribuer après. Je trouve ça magnifique. Et est-ce que le Lucchini qui est sur scène est le même que le Lucchini qui est à la téloche? Non, parce que sur scène il y a quand même une préparation. Ouais, c'est vrai. C'est plus là pour la télévision. En fait, la scène c'est son vrai travail, quoi. Alors que la télévision, ça marche bien pour lui, il le fait, il s'en fiche, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai que je pense que c'est pour ça que ça a pu énerver certaines personnes qui regardent souvent Lucchini, c'est que les journalistes. C'est même pas qu'ils appréhendent l'arrivée de Lucchini, c'est qu'ils savent obligatoirement qu'il y a un moment où il va péter un câble, que ce soit sur le 20h, même si c'est un moment de grande écoute. Il y a forcément ce moment où il va rentrer dans son personnage, et du coup il le laisse complètement couler. Donc est-ce que c'est pas justement ce personnage que prend tout le temps Lucchini qui énerve les gens, quoi? Mais si, un petit peu, mais en même temps en fait faut pas être énervé contre le personnage, moi je suis plus énervé contre la télé qui va tendance à faire un buzz. Ah voilà, en faire un buzz, en abuser et tout, et genre justement Fabrice Lucchini, il avait fait une émission avec David Pujadas pour TF1 où il présentait son film, tu vois. Et toute l'émission s'était bien passée, il n'y avait pas eu de problème. Mais à la fin, il laisse un petit peu couler le truc, et là du coup Fabrice Lucchini il part dans un truc. Ah mais David Pujadas, je voulais vous dire que vraiment la télévision a de la chance de vous avoir, je vois bien quand vous voulez. Et avec Laurent Delahousse, pareil, il y avait un truc genre, je sais plus ce qu'il a sorti, un gros truc sexuel. Le service public doit être fier de vous avoir. Ouais, c'est ça, genre il avait dit un truc genre tous les homos mouillent devant vous, c'est pas quelle connerie. Et ça, pour moi, c'est vraiment la télé qui abuse un peu de lui, qui l'invite tout le temps. Et c'est à ce moment-là où ça se voit qu'il est quand même plus comédien qu'acteur, parce qu'on a quand même un Lucchini qui est énormément expressif et qui a énormément de gestes, alors qu'il est à la télévision comme ça pourrait être sur le cinéma, quoi. Ouais. Et par contre, je l'ai pas dit, mais Fabrice Lucchini, il a joué dans beaucoup de films un peu médiocres, mais il a joué dans un très bon film que moi j'adore et que je recommande, qui est Paris de Cédric Lapiche. Cédric Lapiche, c'est le mec qui a fait Le Péri Jeune et la trilogie avec l'auberge espagnole, les poupées russes et le chinois. Et c'est un mec qui est fasciné par les relations humaines, et Paris avec là-dedans Fabrice Lucchini, il a un rôle trop cool, vraiment. Est-ce que c'est lui qui joue dans Maloute aussi? Oui, c'est lui dans Maloute. Ah oui, les Glichy. Il est bien ou pas? Oui. Ah ouais, ok. Faut rentrer dans le délire. Il est pas. Ah non, attends, c'est le truc hyper glauque en fait, non? Ouais, c'est super glauque, mais c'est très drôle. Ok, d'accord, c'est très très drôle. Ok, bon, d'accord, ok. C'est deux films à voir, Paris et Maloute. Voilà, Paris c'est plus facile, je pense, à mater que Maloute. Mais apparemment Maloute, c'est très trash. L'humour, faut rentrer dedans. C'est l'humour burlesque, quoi. Ouais. Bah, en fait, ce qui est assez hallucinant, c'est que au début, le jeu des acteurs te paraît hyper lourd. Et puis au bout d'un moment, en fait, tu t'en rends même plus compte. Et ça te paraît complètement normal. Personnellement, j'ai trouvé ça un peu lourd tout le long du film. Ça dépend des acteurs. Non, ça dépend des acteurs, mais par exemple, Binoche, je l'ai trouvé insupportable dedans. Juliette Binoche, elle était chiante. Mais par contre. Juliette Binoche, je peux pas la saquer depuis que j'ai vu que c'est le genre de meuf qui fait connasse. Ou non, je vous dis ça. Tu vas couper la Non, mais si tu parles de Juliette Binoche, alors regarde le patient anglais. Oui. Rien d'autre, mais regarde ça. Ok, d'accord. Oui, non, mais j'imagine qu'elle peut. Tu as un micro. Ah bon? Ah oui, merde, mais je mange dedans depuis tout à l'heure. Et par contre, moi, je veux juste dire un truc aussi sur Lucchini, c'est qu'il doit pécho, mais comme pas permis. Moi je pense qu'il pécho comme pas permis, Lucchini. C'est peut-être un gros lourd. Justement. Ouais. Non, en fait, ce qu'il y avait dans cette émission, c'est que Lucchini, c'est quand même quelqu'un qui est pas très beau. Enfin, maintenant, il a quand même plus la classe, mais avant, il était pas très beau. Moi, j'aime bien. Oui, non, mais je suis d'accord. Maintenant, il est très séduisant. Mais avant, il avait quand même plus de la beauté par la parole que par la beauté physique. Mais il a fait une émission où il disait qu'on faisait jouir les femmes avec les mots. Par l'oreille. Ouais, par l'oreille. On fait jouir les femmes par l'oreille. Et c'est quand même assez fou de sortir ça dans une émission et que finalement, on se rend compte que.
on peut trouver son charme. Parce qu'en fait aussi, il a un rapport à la télévision où il est à l'ancienne, où pour lui, la télévision, elle est restée comme dans les années 70. Alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus lisse. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que ça me fait un peu penser à Gainsbourg, du coup. Ouais, d'un côté. Oui. Parce que les interventions à la télé de Gainsbourg, Oui, c'était très on très. pourrait en parler pendant des heures. Ouais. Après, il est pas constamment bourré sur les plateaux. Mais, Oui. Vous êtes une pute. C'est ça. Ce moment. un mineur. Putain, vous n'avez pas de morale. Vous êtes une pute. C'est ça. Et, Bon. On est parti sur autre chose que sur le je guide. voulais dire un dernier truc au niveau de l'actu cinéma. Oui. Parce que ça m'y a fait penser, tout à l'heure, je t'ai entendu parler de Sergio Leone. Et en fait, aujourd'hui, j'ai recherché son nom, j'avais complètement oublié. Parce qu'en fait, quand je suis allé voir Good Time, en bande-annonce, ils ont parlé du film Laissez bronzer les cadavres. Ils l'ont décrit comme un mélange de Tarantino et de Sergio Leone. Du coup, je suis assez hypé pour aller le voir. Déjà, le titre est vachement bien. Ouais. Je sais qu'il passera au luxe à Caen et ça donne très envie déjà. Toi aussi, t'en as entendu parler. Mais il a l'air vraiment très très cool. Ok. Donc, si vous voulez, on pourra aller sur une petite séance, Ouais, Laissez bronzer les cadavres. Ouais, c'est ça. Et j'en ferai une chronique. Ah, Très bon bien. débat. Après, là, pour faire un titre francisé, c'est. C'est quoi le titre là? C'est Le titre est déjà francisé, c'est Ouais. Laissez bronzer les cadavres. Le titre Ah mais est déjà je bien. suis grave dans la galère sur les films français, genre je voulais présenter Grave de Julia Ducournau aussi la semaine prochaine. Au pire, tu fais le contraire. Tu fais une grosse traduction Ouais. anglaise dégueulasse. Ouais, mais vraiment qui a aucun sens quoi, genre L'aide de corps. C'est Samuel. Under the Sunshine. Sam, c'est quoi le speech un peu du film? Alors, c'est des types qui piquent une grosse somme d'argent, du coup, qui sont en cavale et qui se retrouvent à ramasser un groupe de femmes qui, elles aussi, sont en cavale, mais on sait pas exactement pourquoi. Et ils se terrent littéralement au fin fond d'une cabane qui a l'air d'être au milieu d'un désert et ils attendent la venue des forces de police. Ok. Rappelle-nous le titre. Laissez bronzer les cadavres. Ok, merci. bon, on pourrait parler comme ça toute la nuit, mais on approche de l'heure d'émission. Ça fait presque une heure. Ah non, mais moi ça m'a fait plaisir de pouvoir exprimer mon amour pour lui. Merci. Donc voilà. Il restera toujours notre idole. Je pense qu'on va pouvoir dire au revoir aux auditeurs. Ne partez pas tout de suite. On va faire une petite. Ces biscuits. C'est quoi l'inverse d'une introduction? Une conclusion? Voilà. Oui. À tout de suite après le petit jingle. C'est déjà la fin de cette deuxième émission de The Call. On n'est pas heureux de vous dire au revoir, mais il le faut bien un moment. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Tout le monde ne sera peut-être pas là. Il y en aura peut-être des nouveaux, peut-être qui seront pas là. Mais en tout cas, j'espère que ce sera toujours dans la bonne humeur. Et ça m'a fait très plaisir d'enregistrer cette émission. Je sais pas pour vous. En tout cas, ceux qui écoutent et qui sont de Charles de Gaulle, vu que c'est proche de votre lycée, j'ai envie de dire, profitez-en pour si vous avez une chronique à faire. Oui, complètement. Ou d'autres lycées qui écoutent. Comme ceux de Victor Hugo. Bande de passagers clandestins. Non, mais c'est quand même la radio de Charles de Gaulle et sur 6, on est 4 à pas venir de Charles de Gaulle. C'est fou. Moi, j'ai dit, Charles de Gaulle, on peut s'investir. cette année, à la fin de chaque émission, on chante l'international. Donc, Mais on t'avait dit ou pas qu'il devait y avoir une radio avec. Il y a eu une radio à Victor Hugo, Ouais, mais bon, qu'elle maintenant c'est un peu un glauque, un truc elle est bizarre. morte. Elle a duré 1 an. Tu vois, il n'y a pas eu de génie comme toi qui garde. oh, c'est Garde bon. cette Non, radio. Ok, on arrête l'émission. La Ouais, on vous fait un gros bisou. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Au revoir. Au revoir.